Est-ce que t'as déjà entendu parler de Nathan Meyer Rothschild? Ben ouais, Rothschild ça fait vibrer 2-3 cordes là-dedans, mais celui-là en particulier, non. Laisse-moi te conter une petite histoire. En 1815, se décide le sort de l'Angleterre lors de l'affrontement des armées françaises et anglaises à Waterloo. Nathan Meyer Rothschild, banquier et financier britannique, a envoyé ses espions observer la bataille. Avant même que le gouvernement britannique ne soit averti, Rothschild est au courant de l'issue du conflit. Il se dirige alors vers la bourse de Londres et se met à vendre massivement. Comprenant que Rothschild a dû obtenir l'information de la victoire de Napoléon face au duc de Wellington, les investisseurs s'affolent et se mettent tous à vendre également. Oula, il y a une coquille, non? Il se plante de sens là, Rothschild. Exact, Rothschild joue un double jeu, fait semblant de vendre pour faire baisser les marchés. En réalité, et discrètement, il rachète tout ce qu'il peut. Au moment où les investisseurs se rendent compte que Wellington a en réalité été victorieux, il est déjà trop tard. Rothschild a augmenté considérablement son patrimoine et une grande partie de celui-ci vient d'être achetée pour une bouchée de pain. Utiliser une information qui est non publique pour traiter sur les marchés financiers, ça s'appelle un délit d'initié. C'est évidemment complètement illégal. Et c'est d'ailleurs cette fraude qui coûtera 20 ans de prison à Gordon Gekko, le personnage créé par Oliver Stone dans Wall Street. Mais est-ce qu'on est sûr que Rothschild a bien commis un délit d'initié? Bah oui, pas si sûr. Dans Wall Street, Gekko va en prison parce qu'il a obtenu des informations qui sont confidentielles, connues uniquement du conseil d'administration d'une entreprise. Or, Rothschild, lui, a fait observer une bataille publique quelque part. Je veux dire, n'importe qui pouvait observer cette bataille depuis une colline environnante, et c'est d'ailleurs probablement ce que d'autres investisseurs ont fait. Mais Rothschild a obtenu l'information avant tous les autres. On raconte qu'il a utilisé des pigeons voyageurs plutôt que des coursiers à cheval. Alors, fraude ou pas fraude? Ouais, je sais pas. En même temps, en quoi ça nous intéresse? Ça s'est passé il y a plus de 200 ans. Eh bien, figure-toi que le sujet est en fait complètement d'actualité. Aujourd'hui, on va parler des traders haute fréquence. La clé pour comprendre le trading haute fréquence, parce qu'à mon avis c'est le truc le moins intuitif, c'est de comprendre comment sont organisés les marchés financiers. Physiquement ou géographiquement. Ok, est-ce que tu peux me dire où se trouve la bourse de Paris? Ah oui, ça je sais, Palais Brongniart, dans le 2e, à Paris. Logique, mais en fait pas du tout. Il n'y a plus d'activité de marché à la bourse de Paris depuis 1998. Aujourd'hui c'est juste un lieu de conférence. Ah mais oui, je suis déjà allé à un cocktail au Palais Brongniart avec des potes et puis effectivement... Voilà, mais c'est pas important. Ce qui était autrefois la bourse de Paris est aujourd'hui géré par une entreprise privée qui s'appelle Nice Euronext. Or, les serveurs de cette entreprise sont situés à Basildon, dans la banlieue de Londres. T'es en train de dire quoi là? La bourse de Paris est à Londres? Comment c'est possible? Revenons à la définition d'une bourse. Il s'agit d'un lieu où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour s'échanger des produits financiers. Puisqu'aujourd'hui les ordres boursiers ne sont que des informations qui voyagent le long de fibres optiques, les bourses peuvent se situer n'importe où, ou presque. De plus, comme tout est automatisé, en fait une bourse se résume simplement à un immense entrepôt rempli de serveurs. Serveurs qui font quoi? Qui font correspondre les ordres des acheteurs et des vendeurs. T'inquiète, je me rappelle. Exact. Donc première information à retenir, les bourses ne sont que des énormes entrepôts remplis de serveurs qu'on peut mettre à peu près où on veut. Mais c'est pas tout. Si je te disais qu'il y avait une bourse nationale par pays, j'imagine que ça te choquerait pas. Non. Et pourtant ce n'est plus vraiment le cas. Puisqu'une bourse n'est qu'un centre de données, eh ben, il peut y en avoir plusieurs, gérés par plusieurs entreprises différentes. Si on prend le cas de la bourse de Paris, on aurait plusieurs bourses de Paris éparpillées à plusieurs endroits. Ouais, là pour le coup je suis pas sûr que ce soit hyper clair. Ok, oublie la bourse de Paris 2008. Prenons simplement toutes les entreprises cotées à la bourse de Paris. Ces entreprises possèdent des actions que tu peux acheter ou vendre. Eh ben, imagine que tu puisses faire ça sur plusieurs sites internet différents, des genres de Amazon, eBay ou Price Minister de la finance, avec évidemment des prix différents sur chacun d'entre eux. Eh ben, la bourse c'est pareil. Autrement dit, tu peux avoir plusieurs entreprises différentes qui cotent les entreprises françaises. Ok, c'est plus clair, mais du coup ça porte à confusion, parce que moi quand tu me dis bourse, je pense au bâtiment avec les colonnes. Ou alors à un autre truc, mais ça n'a rien à voir. Ouais, effectivement, c'est pas évident. Donc plutôt que de parler de bourse, on va dire plateforme boursière ou plateforme d'échange. Pour ce qui est des actions françaises, il y a 3 plateformes principales. La majeure partie des ordres boursiers, environ 65%, atterrit dans les serveurs de Euronext qui sont donc situés à Basildon dans la banlieue de Londres. Une autre partie, environ 25%, atterrit dans les serveurs de la société Chi-X qui se situe également dans la banlieue de Londres.
Et presque tout le reste s'en va dans la City de Londres, dans une entreprise qui s'appelle Turquoise. Ok, donc c'est logique, la bourse de Paris est à Londres, et puis en plus de ça, c'est 3 entreprises différentes. Oui, ça va être facile à... Mais alors par contre, du coup, je pense à un truc. Si on peut avoir plusieurs sociétés qui s'occupent des actions d'un seul pays, est-ce qu'on peut pas avoir l'inverse? Genre une seule entreprise qui s'occuperait des actions de plusieurs pays? Tout à fait pertinent. Euronext, par exemple, est la plateforme d'échange principale pour les actions françaises, belges, portugaises et des Pays-Bas. Pour y voir plus clair, on va lister et situer les principales plateformes d'échange en Europe. Alors les principales, c'est pas une liste exhaustive. Commençons par les plus évidentes. La majeure partie des actions allemandes sont échangées sur la plateforme de Deutsche Börse qui se situe à Francfort. Pour les actions espagnoles, c'est Bolsa de Madrid, pas de piège, c'est à Madrid. Pour les actions italiennes, c'est Borsa Italiana à Milan. Les actions suisses, c'est le SIX Swiss Stock Exchange à Zurich. Et enfin pour les actions norvégiennes, c'est Oslo Børs à Oslo. Maintenant on passe aux moins évidents. J'en ai déjà parlé, Euronext gère les actions françaises, belges, portugaises et des Pays-Bas. Et donc les serveurs sont situés à Londres. Le London Stock Exchange est basé à Londres, dans la City. Il domine évidemment le marché des actions britanniques, mais on peut également retrouver des actions américaines, des actions japonaises, des actions russes, espagnoles. Il y a aussi beaucoup de trucs dans les paradis fiscaux, donc les îles de Jersey, les îles Caïmans, les Bahamas. Bref, le London Stock Exchange, c'est un peu le bordel. Ensuite, on a Chi-X, qui est la plateforme d'échange la plus importante en Europe. On l'a déjà vu, ses serveurs sont à Slough, dans la banlieue de Londres. Cette entreprise gère entre 15 et 20% des actions de tous les pays européens. Donc que ce soit la France, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, la Suède, la Finlande et j'en passe, Chi-X a 15 à 20% des parts de marché des actions de tous ces pays. Allez, une petite dernière pour la route, Nasdaq OMX. Les serveurs sont à Lunda, en Suède, pas loin de Stockholm, et l'entreprise domine pour les actions danoises, suédoises et finlandaises. Voilà, et maintenant si on met tout ensemble, tu peux voir que, c'est le bordel. Eh ben effectivement, j'aurais jamais cru que c'était aussi compliqué. Mais du coup, peut-être que maintenant tu peux nous parler des traders haute fréquence? Ouais, désolé, c'était un peu long, mais je suis vraiment persuadé que comprendre cet éclatement des plateformes d'échange en Europe, c'est vraiment la clé pour comprendre ensuite ce qui se passe pour les traders haute fréquence. Bon alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trader haute fréquence? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un trader qui interagit avec les marchés financiers avec une très haute fréquence. Donc en gros, c'est un trader très actif. Il peut envoyer jusqu'à 40 000 ordres par... Wow, 40 000 ordres par jour? La vache, mais une journée de bourse, c'est quoi? Ça doit être 8 heures? Donc 8 heures... Non, c'est 40 000 ordres par seconde. Bon, c'est pas possible. Les traders haute fréquence sont des ordinateurs, ou plutôt ce sont des algorithmes qui utilisent la vitesse de calcul des ordinateurs. Ah non, pas les algorithmes. Allons-y pas à pas. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Il s'agit simplement d'une ligne de code dans un ordinateur. Potentiellement, un algorithme peut être extrêmement simple. Prenons par exemple le convertisseur de Google, qui convertit les kilomètres en miles. Tu rentres ta quantité en kilomètres et pof, il y a la quantité en miles qui apparaît. En fait, il y a un algorithme qui fait une petite multiplication derrière et qui t'affiche le résultat. Ah ok, ça va en fait. Mais évidemment, on peut énormément complexifier les choses. Certains algorithmes financiers sont capables d'analyser une situation, de prendre une décision et d'envoyer un ordre sur les marchés financiers en un rien de temps. Ouais, enfin là, ce que tu es en train de m'expliquer, ça n'a rien à voir avec l'exemple du début, hein. On parle de quoi? D'intelligence artificielle quasiment. En un sens, oui, certains algorithmes utilisent le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique. Ils détectent des formes statistiques et ensuite sont capables d'interpréter ces formes pour... Ouais, ok, attends, je suis en train de m'égarer un petit peu là. On parlera peut-être du machine learning dans un autre épisode. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que oui, les algorithmes sont potentiellement très complexes. Les plus puissants sont, dans une certaine mesure, capables d'apprendre à reconnaître les opportunités. Mais la majorité des algorithmes sont en réalité des automates complexes, mais des automates. C'est-à-dire qu'il y a un trader programmeur qui définit des scénarios et ensuite l'ordinateur va tester ces scénarios plusieurs centaines de milliers de fois par seconde. Si les conditions d'un des scénarios sont réunies, alors l'ordinateur décide d'acheter ou de vendre en fonction de ce que le programmeur a codé dans l'ordinateur. Et le grand avantage de ces algorithmes, c'est la vitesse. Bienvenue dans le monde des microsecondes. Les microsecondes, c'est genre vite comme ça? Tu te doutes bien que tu es loin du compte. Un clin d'œil, c'est environ 350 millisecondes, soit 0,35 secondes. Ça paraît vachement rapide, hein? Ah ouais, c'est quand même super rapide, puis on... Eh ben non, c'est naze. Je
te rappelle que les traders haute fréquence peuvent analyser une situation, prendre la meilleure décision, envoyer l'ordre sur les marchés 40 000 fois par seconde. Ça fait un ordre tous les 25 microsecondes. 2,21 Microsecondes? Mon Dieu! Mais enfin c'est quoi? Une microseconde? Alors une microseconde c'est 0,0000001 seconde. Donc on peut estimer que les traders haute fréquence sont des centaines de milliers de fois plus rapides que ton clin d'œil. Mais alors, les traders haute fréquence seraient aussi rapides que... Te connaissant par cœur, j'ai préparé un petit comparatif. Qui est le plus rapide? Quicksilver de X-Men Days of Future Past ou un trader haute fréquence? Alors j'ai trouvé un mec qui arrive à estimer la vitesse de Quicksilver dans le film. Bon alors, j'ai regardé vite fait ce qu'il a fait, j'ai pas tout analysé, ça a l'air d'être plus ou moins correct. Il estime que le mutant se déplace à une vitesse de 9091 mètres par seconde. Et j'ai pris la fourchette haute. Donc ça fait du 32 700 km/h. Dans le film, Quicksilver a l'air d'être un mec plutôt en forme. Donc on va dire que s'il n'avait pas de pouvoir, il pourrait courir maximum à 30 km/h. Donc Quicksilver court 1090 fois plus vite qu'une version ordinaire de lui-même. Maintenant, il faut déterminer combien de temps cette personne normale mettrait pour envoyer un ordre sur les marchés financiers. Si la situation est très simple, on peut estimer que ça ne devrait pas dépasser les 2 secondes. 2 secondes, c'est vachement rapide, non? Alors, si la nouvelle est binaire, en fait, pas tant que ça. Les résultats de l'entreprise sont bons, pouf, j'achète. Les résultats de l'entreprise sont mauvais, pouf, je vends. Bref, puisque Quicksilver est 1090 fois plus rapide que nos 2 secondes, on arrive donc à la conclusion que ça lui prendrait 1835 microsecondes pour réagir et envoyer un ordre sur les marchés. Et donc si on compare aux 25 microsecondes des traders haute fréquence, je suis désolé de le dire, mais Quicksilver est complètement à la ramasse. Il est 73 fois moins rapide que les traders haute fréquence. Et en plus de ça, les traders haute fréquence sont capables de réagir à des informations qui prendraient plusieurs dizaines de minutes d'observation à une personne normale avant de pouvoir prendre une décision. Bon alors déjà je te crois pas, je referai tous les calculs pour vérifier parce que ça me paraît hyper bizarre que Quicksilver se fasse battre comme ça. Mais c'est pas ça le problème. On s'est tapé Rothschild et ses pigeons, on s'est tapé la carte de l'Europe et maintenant on se tape la vitesse hallucinante des traders haute fréquence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le rapport entre... Ah mais si j'ai compris, ok. Donc les traders haute fréquence c'est les pigeons d'aujourd'hui. Enfin je veux dire, c'est ça en fait. Comme Rothschild, l'information est publique mais ils l'obtiennent avant tout le monde. Tout juste. Et en fait, c'est un vrai débat. Pouvoir réagir plus rapidement que les autres à une information constitue-t-il une fraude? Si on y réfléchit bien, le débat commence bien avant ça. On est tous très différents dans nos temps de réaction. Il suffit que je tape plus vite que toi sur mon clavier ou que je réagisse plus vite à une information, il y a déjà inégalité. Mais en ce qui concerne les traders haute fréquence, on ne parle pas de 1,5 fois plus rapide ou 2 fois plus rapide. On parle de dizaines de milliers de fois plus rapide. Ok, je comprends mieux. Mais par contre, il y a encore un truc qui me chiffonne. C'est quoi le rapport avec la géographie des marchés? Pourquoi est-ce qu'on s'est tapé la carte de l'Europe? Parce que la distance entre les échanges a une importance capitale, puisqu'une même action peut être disponible sur plusieurs plateformes différentes, c'est-à-dire donc à plusieurs endroits différents. Réagir à une information nécessite de pouvoir effectivement acheter ou vendre une action qui peut potentiellement se trouver à différents endroits. Or, envoyer une information à Chi-X à Londres ou à Deutsche Börse à Francfort, c'est pas du tout la même chose. La distance n'est absolument pas la même. Tu veux dire que la distance parcourue par l'information a un impact sur les traders haute fréquence? Mais attends, on parle de la vitesse de la lumière là, c'est pas possible. Faisons le calcul. La vitesse d'une information dans une fibre optique, c'est environ 70% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 210 000 km par seconde. Ce qui veut dire qu'un Londres-Francfort en ligne droite dans une fibre optique, 640 km, prend 3000 microsecondes. Sauf que 3000 microsecondes, c'est une éternité. Je te rappelle qu'un ordinateur peut prendre une décision en 25 microsecondes. Encore une fois, je ramène à notre échelle pour qu'on voit un peu l'importance du truc. Si toi, tu peux prendre une décision en 2 secondes, imagine que ton ordre mette 4 minutes avant d'atteindre la place boursière pour effectuer cet ordre. Et encore une fois, ces 4 minutes, ça veut dire que l'ordre est exécuté, mais toi, t'en sais rien. Il faut encore que l'information te revienne pour que tu sois au courant que effectivement tu as acheté ou vendu. Donc ça veut dire que toi tu te décides en 2 secondes et ton ordre lui met 4 minutes pour y aller, 4 minutes pour revenir. Alors quoi, ça veut dire que les gars essayent de se positionner au milieu de toutes les plateformes pour être à peu près à la même distance de chacune d'entre elles?
Non, en fait, les traders haute fréquence sont directement dans les data centers. Ils installent leurs ordinateurs directement à côté des serveurs qui font correspondre les ordres, ce qui permet d'obtenir une vitesse d'exécution encore plus rapide. Évidemment, les règles sont très strictes. Chaque trader haute fréquence a une fibre optique pour se connecter à l'exchange qui a une longueur qui est standardisée. Tous auront exactement la même longueur pour être sûr que personne ne soit avantagé. Du coup, les traders haute fréquence sont en compétition sur tout le reste, c'est-à-dire un processeur plus performant, un meilleur code, un meilleur système de refroidissement, tout ce qui pourra permettre d'économiser la moindre microseconde. Ah non, je comprends plus rien. Du coup, il n'y a pas de problème de distance s'ils sont déjà tous dans les data centers. Et en fait si, parce que ce qui se passe sur la plateforme de Francfort par exemple va nécessairement impacter ce qui va se passer sur la plateforme de Londres ou la plateforme de Madrid ou la plateforme de n'importe où. Tous les marchés sont connectés entre eux. Donc une fois que l'ordinateur de Francfort a obtenu l'information, une action vient d'être achetée ou vendue, il faut qu'il communique ces informations à tous ses potes qui sont situés dans toutes les autres plateformes. Or, il existe plusieurs routes possibles. Certaines sont plus directes, d'autres sont moins encombrées. C'est un peu comme nos fournisseurs d'accès Internet. Les réseaux des uns et des autres sont plus ou moins performants. Or, un trader haute fréquence doit nécessairement choisir la route la plus rapide. Et ça, c'est un véritable problème parce que c'est très difficile à déterminer. Donc, on a vu des sociétés mettre en place des réseaux privés uniquement utilisés par ces traders haute fréquence. Des fibres optiques non encombrées avec un accès limité et réservé, avec des tracés également optimisés le plus proche possible de la ligne droite. On peut citer l'exemple de la société Spread Networks qui en 2012 ouvre une ligne entre New York et Chicago. À la base, l'information circulait en 14,5 millisecondes, mais grâce à cette nouvelle ligne, on peut diminuer le temps de trajet à 13,1 millisecondes. Évidemment, cette ligne est entièrement réservée aux traders haute fréquence qui doivent payer des millions pour y avoir accès. Aujourd'hui, on commence à passer aux tours à micro-ondes, qui sont simplement des grandes antennes qui envoient des ondes radio dans l'air. L'intérêt, c'est que la vitesse de la lumière dans l'air est beaucoup plus importante que la vitesse de la lumière dans une fibre optique. On parle ici d'un gain de presque 30%. Donc, si je reprends l'exemple de New York-Chicago, eh bien en 2012, la société McKay Brothers ouvre une ligne à micro-ondes qui réduit encore le temps de trajet, et cette fois, on passe à 9 millisecondes seulement. Et puis la même année, la société TradeWorks propose encore une fois une connexion à micro-ondes entre New York et Chicago, mais avec un tracé amélioré, et cette fois ils arrivent à faire ça en 8,5 millisecondes. Mais il faut bien des gens pour programmer les ordinateurs, non? Ils sont où? Ils sont aussi dans les data centers? Et non, tu peux faire ça à distance. Une fois que le code est uploadé dans la machine est 100% autonome. Donc les traders, programmeurs peuvent eux être situés où ils veulent. Mais c'est de la folie ton truc, à quoi ça sert? En fait, je veux dire, c'est quoi leur contribution? Ils apportent quoi? Ils apportent un service, Et puis en plus de ça, je veux dire, quand ils gagnent de l'argent, qui c'est qu'en perd en face? Eh ben, on va répondre à ça dans un prochain épisode, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je sais que c'était un petit peu long et compliqué, alors du coup, je reprends les points importants. On peut se représenter les bourses comme des genres de sites internet, qu'on peut appeler plateformes d'échange. Dans le monde réel, ces plateformes d'échange sont en fait des entrepôts remplis de serveurs que l'on peut positionner à peu près où on veut. Ces plateformes boursières sont parfois spécialisées, mais la plupart du temps, les produits qu'elles proposent se recoupent. Par exemple, on peut acheter la même action sur Chi-X ou sur Euronext. Donc, pour avoir une vision globale de ce qui se passe sur les marchés, il faut absolument surveiller tous les centres de données. Les traders haute fréquence sont spécialisés dans ce domaine. Grâce aux algorithmes qui les commandent, ils sont capables de prendre des décisions en quelques microsecondes. Leurs ordinateurs sont directement positionnés dans les centres de données. Et pour fonctionner correctement, eh bien, les ordinateurs ont besoin de communiquer entre eux. Or, la distance qui les sépare réduit considérablement leur efficacité. Donc, les traders haute fréquence ont tendance à utiliser leur propre réseau de communication dédié, spécifiquement conçu pour aller plus vite. Comme tu l'as dit, maintenant la question c'est « Et alors ? Qu'est-ce que ces traders haute fréquence apportent au marché ? Est-ce qu'ils offrent un service ? Comment ils gagnent de l'argent ? Quelles sont leurs stratégies ? Eh ben on en reparle dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'était un sujet qui était complexe et technique, mais à mon avis passionnant, et ça faisait un moment que je voulais en parler. Peut-être encore plus pour cette vidéo que pour les autres, et bien n'hésitez surtout pas à me poser vos questions si j'ai pas été clair ou n'importe quoi pour n'importe quelle raison, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je ferai au moins une autre vidéo sur le sujet. Si le sujet vous intéresse, eh bien je vous conseille un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Loups de Wall Street, c'est un documentaire de Canal+.
Il est plutôt pas mal et ça manque un peu d'informations à mon avis, mais ça permet quand même d'avoir une idée de ce qui se passe, donc je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez lire le bouquin de Michael Lewis qui s'appelle Flash Boys, qui est vraiment passionnant, qui est un petit peu technique, mais qui est vraiment très intéressant. Et pour le coup, si vous voulez avoir un peu les deux sons de cloche, parce que c'est vrai que Lewis est quand même assez anti-trader haute fréquence, et il y a un bouquin qui s'appelle Flash Boys Not So Fast de Peter Kovac, qui est intéressant à lire, qui va, pour le coup, c'est encore un peu plus technique, hein, mais bon. Comme d'habitude, eh bien, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo. Alors, partagez la vidéo s'il vous plaît, ça m'aide vraiment énormément que vous partagiez. Il y a un petit bouton en bas, en dessous de la vidéo, qui s'appelle partager, qui vous permet d'avoir le lien que vous pouvez ensuite copier dans Facebook, Twitter ou même envoyer par mail. C'est vraiment grâce à ça que je peux me faire un petit peu connaître et du coup que je continuerai à faire des vidéos. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sinon sur Facebook et sur Twitter. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.